Donc, je réitère ma bienvenue, mon bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie aussi d'avoir Camille avec nous, donc qui va un petit peu nous parler de son parcours avec l'anorexie. Donc, je te propose de te laisser la main. Vraiment, c'est quelque chose de spontané, donc raconte-nous voilà, ce qui te vient, ce que tu as envie de partager. Et ensuite, si ça te va, on va te poser des questions, enfin échanger pour juste comprendre un petit peu mieux. Donc, est-ce que c'est OK pour toi? C'est ok, c'est pas de souci. Oui, c'est vrai que moi j'ai expliqué aussi mon témoignage sur YouTube parce que j'ai créé ma chaîne parce que bon, j'ai eu un parcours assez atypique. À 14 ans, je suis tombée malade de l'anorexie, enfin, qui a été diagnostiquée anorexie parce que je pense que j'avais déjà un poids pas très élevé, mais comme j'avais perdu 10 kilos, j'ai été hospitalisée et on a diagnostiqué tout de suite l'anorexie. Ce que j'ai vécu à 14 ans, c'est un contrat de poids, donc séparation avec mes parents. Donc il fallait reprendre 1 kilo pour avoir le droit d'aller à l'école avec l'hôpital, pour avoir le droit d'avoir les lettres, ensuite le téléphone. Enfin bon, et encore c'était 10 minutes. Enfin bon, il fallait en fait, pour avoir le droit à quelque chose, il fallait reprendre du poids. Donc, j'ai tout fait pour reprendre du poids, mais alors quand je suis sortie de l'hôpital, le problème c'est que mon problème de fond n'était pas résolu parce que même moi je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. On me disait de parler, mais je savais pas ce qui se passait. J'avais jamais voulu faire de régime, jamais voulu perdre de poids, et malgré moi j'avais perdu ces 10 kilos. J'en avais repris 8 à l'hôpital, et après le but c'était de prendre les 2 kilos, le reste à la maison, parce que je tenais plus à l'hôpital. Donc voilà, ça c'était à 14 ans. J'ai loupé pas mal de cours en seconde. Malgré tout, j'ai rattrapé mes cours l'été pour passer en première S. J'ai toujours été très bonne et à l'école et très perfectionniste, on va dire, dans ce que je fais. Euh, voilà, j'ai passé mon bac S et après j'ai fait mes études d'ostéopathie. Donc je suis partie à Paris, donc là c'était un grand changement pour moi parce que je devais gérer mon appartement, la maladie, le fait que j'étais dans les cours. J'ai eu des péripéties après mes études. Bon, au début, la première et deuxième année se sont à peu près bien passées, mais j'ai commencé à avoir des gros troubles digestifs, donc diarrhée importante. Donc j'ai reperdu du poids et tout m'écœurait en fait. J'avais peur de manger les aliments, c'est-à-dire que je fais de l'orthorexie, c'est-à-dire peur de manger des aliments qui fait que à la fin je mangeais plus que des jus de légumes parce que j'avais la maladie de Crohn qui s'est déclenchée suite à tout ça. On m'a tellement forcé à manger, regavé, l'hôpital, la sonde, j'ai quand même été hospitalisée 4 fois. Et là, du coup, j'ai eu la maladie de Crohn. Donc je faisais des jus de légumes parce que je me suis dit le fait d'enlever les fibres, ça devrait m'aider. Sauf que j'avais toujours des crises, un ventre énorme, donc des douleurs atroces et je continue mes études quand même malgré la douleur. Et voilà, j'ai été hospitalisée pas mal de fois. Et ce qui s'est arrivé, c'est que après, bon, j'avais été hospitalisée, je crois que j'avais eu pas mal de transfusions de sang parce que avec la maladie de Crohn, en fait, j'absorbais pas la B12 ni le fer. Donc j'étais tout le temps anémie à 8 d'hémoglobine, toujours à 8 de tension. Et voilà, j'ai vécu mes études comme ça. Et très hyperactive. Donc, en gros, moi, ce qui me détendait, c'est que je sortais parce que les cours, c'était de 8 heures jusqu'à midi, et après de 14 heures à 18 heures. Et des fois, on finissait à 19 heures quand on était en clinique. Et moi, même s'il faisait nuit le soir, je prenais le vélo et j'allais dehors parce que j'avais besoin de bouger, en fait. Voilà, c'était ce qui me détendait. Je faisais ça pas pour perdre des calories, mais parce que ça me faisait du bien. Voilà. Et en fait, si on m'en l'a empêché, je me sentais étouffée. Donc voilà, donc pendant toutes ces années, en fait, j'étais mal, j'ai eu l'anorexie, la maladie de Crohn, et je savais pas pourquoi j'étais mal, en fait. C'était ça qui était très dur. Donc quand j'ai eu mon diplôme, après, j'ai fait l'ostéopathie pour les chevaux. Donc j'ai été hospitalisée entre-temps, mais je révisais mes cours à l'hôpital, dans mon lit d'hôpital. Voilà. Donc forcément, j'ai eu la sonde nasogastrique, j'ai eu pas mal de choses. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée au Sénégal après mes études, parce qu'en fait, j'étais partie 3 semaines à Aix-en-Provence, voilà, pour voir un peu la région, parce que je savais pas où j'allais m'installer comme ostéopathe au début, et j'avais eu l'opportunité d'aller 3 mois au Sénégal. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Sauf que le coup de malchance, c'est que j'ai eu la tourista là-bas. Et la tourista m'a fait perdre 10 kilos. Surtout que j'étais à
une petite trentaine de kilos. Donc, je suis arrivée à 24 kilos à l'hôpital. En gros, j'étais au Sénégal, mais j'ai pris l'avion toute seule. J'avais ma table d'ostéo avec moi dans l'avion, mon ordinateur, et j'avais pas la force, c'est-à-dire que j'étais en fauteuil roulant, j'avais pas la force de porter tout ça. C'est les Sénégalais qui vont tout porter. Je suis atterrie à Marseille, et là, à Marseille, mes parents sont venus de Normandie jusqu'à Marseille en voiture et m'ont porté aux urgences. Et là, ils m'ont dit, ah bah c'est bizarre, votre fille, la prise de sang, tout va bien, mais vous pouvez l'amener, enfin, la ramener chez vous en Normandie. Et j'étais dans un état catastrophique, et quand je suis arrivée en Normandie, bah ils m'ont hospitalisée en gastro-entérologie parce que en fait, j'étais tout le temps en diarrhée depuis la tourista là, et ça s'arrêtait pas. Sauf qu'un jour, j'ai fait un malaise en prenant ma douche. Je suis tombée dans la douche, et là les infirmières m'ont pris, et là j'étais encore à moitié dans le coma, et ils n'arrivaient pas à me perfuser. Donc ils ont essayé au moins 20 fois de me perfuser, ils n'y arrivaient pas, donc ils ont fait venir l'anesthésiste réanimateur. Et là je me suis vue au-dessus de mon corps, j'ai vu l'expérience de mort imminente. Là j'ai cru que en fait j'avais le choix entre soit je me laissais mourir ou je revenais dans mon corps. Alors, quand j'étais au-dessus de mon corps, je ressentais plus, je me sentais légère, et je ressentais plus que ce qu'il y avait de mal au fond de moi. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai quelque chose à faire sur Terre, et je me suis dit, ma vie s'arrête pas là. Donc, finalement, j'ai choisi, c'est vraiment moi qui ai vraiment l'intention de revenir dans mon corps, que je me suis revenue, et là, je me suis revue dans le lit, surtout que j'étais en plus toute nue dans le lit, parce que quand j'étais tombée dans le coma, j'étais dans la douche. Donc, imaginez un peu le truc pour moi de me réveiller toute nue comme ça dans le lit. Enfin, il m'avait entourée on va dire, de draps. Et là, l'anesthésiste a réussi à me perfuser au dernier moment, mais bon, ça a été, enfin, une complication terrible, et ils m'ont emmené le lendemain en urgence à Garches, parce que Garches, c'est le, le centre de dénutrition extrême en France. Voilà, les cas, voilà. Sauf que quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont tous regardé, ils étaient au moins 10 médecins autour de moi, de mon lit, ils m'ont dit, bah, en fait, ils venaient de faire une prise de sang, et en fait, ils ont vu que mon potassium était à 1,2, et normalement, mon cœur devrait s'arrêter à 1,2 en potassium. Et là, ils se sont dit, donc là, c'était réanimation d'urgence. Donc, j'avais des prises de sang toutes les 3 heures. Bon, déjà que j'étais anémiée, là, j'avais plus de sang. Et mes parents venaient tous les jours faire l'aller-retour à l'hôpital. Comment? Parce que ils venaient de Normandie jusqu'à Paris, ils faisaient les allers-retours parce que je pouvais mourir du jour au lendemain, quoi. Voilà, donc là, j'étais au bord de la mort, voilà. Bon, en gros, ils pouvaient même pas me peser parce qu'ils pouvaient pas me bouger. C'est-à-dire que moi, j'avais pas la force de tousser, donc je pouvais m'étouffer en mangeant. Donc l'eau et la nourriture, tout passait par le nez, en toutes petites gouttes, pour pas que je m'étouffe. Et j'avais pas la force de lever la tête. Donc j'avais une minerve comme ça pour tenir ma tête. Donc voilà, donc j'étais alitée. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je me suis revenue de réanimation, ils m'ont mis dans une autre chambre. Et là, je pouvais plus lever ma jambe gauche ni mon bras gauche. Tout le côté gauche était paralysé. Et là, en fait, je me suis dit, bah là, je crois que c'est mort, je vais être paralysée toute ma vie, et je pourrais plus faire de cheval, plus faire du ski. Enfin, moi qui étais hyper, voilà, qui était hyper active et qui adorait le sport. Donc là, tous les jours, en fait, mentalement, j'imaginais que je bougeais mes doigts, ma jambe, et je l'ai fait tous les jours parce que j'avais que ça à faire dans mon lit. Donc mentalement, je me suis dit que j'allais remarcher et tout. Bien sûr, j'avais pas le droit de marcher, et quand mon père venait me voir, un jour, je lui ai dit, j'avais réussi à me mettre assise, j'avais déjà repris 5 kilos, je crois. Et là, papa, j'ai dit, je veux que tu me mettes debout. Donc on l'avait fait en cachette, voilà, je m'étais mise debout. Et du coup, là, j'étais super heureuse rien que d'être debout, mais après, bon, il fallait que je me rallonge forcément. Mais voilà, je savais que je tenais debout et que ma jambe était pas paralysée. Et là, ils m'ont dit bah, que mes résultats étaient incroyables quand ils faisaient mes prises de sang, et que voilà, ils avaient vu dans l'état où j'étais et là où j'en étais. Ils m'ont dit ils ont jamais vu ça, parce que quand j'étais au réa, j'étais à 8 DMC avec un potassium très bas, et normalement un animal dans la nature serait mort. Donc je pense que si je suis là, c'est pas que le physique, hein, c'est pas l'hôpital, c'est moi. Donc voilà, j'ai vraiment voulu continuer. Ça, c'était la réa. Quand je suis, en fait, ils m'ont dit que si j'acceptais pas, je suis restée 3 mois à Garches. Euh, et après, ils m'ont dit qu'il fallait trouver un autre hôpital spécialisé en TCA, sinon ils me mettaient en hospitalisation sous contrainte.
Alors déjà, moi j'étais anti-médicaments, ils me mettent sous contrainte, c'était hors de question, mais j'ai accepté d'aller à Paul Brousse. Et là, Paul Brousse, ça a été une cata. Enfin, j'avais l'impression que... Alors déjà, mes parents, quand ils venaient me voir, ils n'avaient pas le droit de venir dans ma chambre, donc on était dans une toute petite chambre, comme en prison, quoi. Il y avait... Déjà, nous, on n'avait pas le droit à la télé, et nos chambres étaient fermées, et après manger, on dormait sur une chaise, on devait rester 1 heure et demie dans la salle à manger de tout le monde. Donc c'était bien pire que la prison, je dirais. Et j'avais pas le droit d'aller dehors, forcément. Enfin bon, je l'ai très mal vécu aussi. Et donc du coup, j'avais mon diplôme d'ostéopathie équin à passer un week-end et j'avais eu la permission d'y aller, sachant que j'avais 1750 millilitres de sonde. Je suis quand même montée à 2000, 2000 calories de sonde. Et je prenais pas de poids déjà avec ça. Et c'était une sonde spéciale maladie de Crohn, bien sûr, parce que tout le reste, ça me faisait perdre du poids, ça me donnait encore plus la diarrhée. J'avais eu même la sonde bébé préma, mais ça fonctionnait pas non plus. Bon, là, j'étais à 1700 calories de sonde. Ils m'ont enlevé la sonde pour aller passer mon examen. Donc, j'ai passé mon examen pour les chevaux et ils m'ont dit que c'était incroyable. J'avais super bien réussi. J'avais manipulé le cheval, je sais pas comment. Et ça a été super. Et du coup, je devais avoir rendez-vous avec mon professeur d'Eschlotte qui s'occupe du chef de clinique à Rouen, qui était bien plus proche de chez moi que à Garches. Et du coup, comme j'avais rendez-vous avec eux le mardi, je me suis dit, je vais rester le lundi et mardi avec mes parents chez moi pour pouvoir aller voir le professeur d'Eschlotte et je rentrerai plus tard à, à Paul Brousse. Sauf que comme je suis restée 2 jours de plus, ils m'ont pas réaccepté à Paul Brousse. Ils m'ont dit, vous étiez pas revenu. Enfin, ils ont été très, très, très mauvais pour ça. Parce que d'ailleurs, une fois, il y avait ma sonde qui avait cassé, il y avait un trou dedans. Et moi, je voulais carrément l'enlever, je voulais pouvoir manger parce que ça faisait plus de 6 mois que je pouvais pas manger. Et là, je voulais vraiment manger. Et là, ils ont pas voulu. Et ils ont voulu absolument me remettre une sonde. Et quand c'est comme ça, il faut refaire des radios. Et moi, me faire irradier dans l'état où j'étais, je me dis, c'est pas bon non plus. Et j'en avais marre. Et du coup, voilà. Après, je voulais plus la sonde. Et voilà. Sauf qu'à un moment donné, ça m'irritait l'estomac. Donc, j'avais le nez qui saignait à cause de la sonde. Et à un moment donné, je dis, j'en ai marre de la sonde. Donc, ce que je faisais, c'est que je buvais les poches à la paille chez moi. Je buvais la sonde à la paille. Je pouvais pas boire des compléments alimentaires où il y avait des arômes parce que j'étais intolérante à cause de Crohn. Donc j'avais du peptamène, c'était le produit spécifique que je buvais à la paille. J'espère que c'est pas trop long ce que je raconte, hein. C'est pas trop... Non, non, vas-y, prends ton temps, y a pas de souci, il y a pas de... Voilà, tu nous dis ce que tu as envie de partager, donc pas de Ouais. problème. Ouais, donc là, bon, je buvais à la paille. Et des fois, je mélangeais avec des cornflakes le matin, des céréales pour que ça passe, enfin, la sonde. Mais j'ai toujours été persévérante et voilà, malgré que j'avais toujours eu du mal à prendre du poids. Forcément, alors ce qui s'est passé, c'est que après, du coup, on m'a hospitalisé 2 mois à Rouen, Bois-Guillaume. Et là, mon projet, c'était de déménager et d'aller à Rouen, donc dans la Loire, parce que je connaissais un ostéopathe qui faisait l'ostéopathie embryologique. Et j'avais envie d'aller apprendre avec lui, en fait. Donc, je suis restée 2 mois à l'hôpital. J'ai dû faire tous les changements au niveau des papiers, comme pour la sécurité sociale, pour tout. Faire le déménagement tout seul, sachant qu'à ce moment-là, je parlais plus à ma mère parce qu'on était fâchés. Donc, je suis rentrée chez moi quand j'ai été hospitalisée. J'ai pris tout dans ma voiture, toutes mes affaires, et je suis partie en une journée toute seule. Donc, j'ai pris la voiture, j'ai traversé toute la France pour arriver à Rouen où je connaissais personne. Je me suis débrouillée financièrement, j'ai pris un logement étudiant et j'ai travaillé bénévolement avec cet ostéopathe pendant 6 mois. Et donc là, et après, je me suis installée en novembre 2018. Et donc, je m'installe, je crois que oui, c'était au début novembre. Et 15 jours après, forcément, j'ai voulu aller dans un centre équestre pour faire travailler un cheval parce que j'adorais ça, un cheval de quelqu'un qui avait besoin de quelqu'un pour faire travailler son cheval, justement. Je monte son cheval, je lui fais faire du saut d'obstacle. Je saute un obstacle et là, je ratterris, mais sur le bord de la selle. Donc, ça veut dire que mon dos, il claque contre le bord de la selle. Et là, j'ai entendu un crack, mais un gros crack. Et là, du coup, je suis tombée. Et en fait, là, je pouvais plus bouger. On a dû appeler les pompiers. Et en fait, j'ai eu une fracture vertébrale, un tassement. Donc, la vertèbre était toute, je crois que c'était la L2.
Donc les pompiers sont venus et là, ils m'ont amené à l'hôpital de Rouen et là, ils m'ont dit, bah, on fait les radios, ils faisaient tout. Et là, quand ils ont vu la vertèbre, ils m'ont dit, ah, et nous, on peut pas vous opérer, c'est trop dangereux, il faut un neurochirurgien parce que si on vous déplace ou quoi, vous pouvez être paralysé. Alors là, je suis restée 2 jours à l'hôpital sans avoir le droit de bouger un doigt de pied. Donc ça veut dire que si je bougeais même la tête, j'étais comme ça bloquée pendant 2 jours en attendant d'avoir, parce que c'était le week-end, donc il fallait que je suis tombée le vendredi, il fallait que j'attende le samedi, dimanche pour avoir le lundi le chirurgien. Donc je l'ai eu le lundi et j'ai été opérée oui le lundi ou le mardi, donc voilà, à Saint-Étienne. Et là, ils m'ont dit, bah là, on est obligé de vous faire une fausse vertèbre en ciment pour la remonter et mettre 2 barres de chaque côté. Alors là, j'ai dit, oh là là, j'ai dit, on est obligé de mettre 2 barres et tout, parce que je me dis, je pourrais plus faire de ski, plus faire de cheval, là, c'est fini. Et là, ils m'ont dit, bah, il n'y a pas le choix, on est obligé de mettre les barres et tout. Et par chance, du coup, j'avais pas bougé. Quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai regardé, c'est si je pouvais bouger les doigts de pied. Et bon, j'ai pas été paralysée, mais voilà, je suis passée à 2 doigts. Donc là, c'était la conséquence de l'anorexie et l'ostéoporose, hein, tassement vertébral. Et ça, on n'y pense pas, mais c'est voilà. Ça m'est arrivé aussi, donc j'ai eu ça. J'étais censée être arrêtée pendant 3 mois, sauf que moi je venais de lancer mon activité et en fait têtue comme je suis, bah je me suis pas arrêtée. J'ai travaillé en ostéopathie, mais du coup j'ai fait de l'ostéopathie viscérale, embryologique, c'est-à-dire tissulaire. Et en fait j'ai eu des résultats extraordinaires parce que je pouvais pas bouger le dos, je me mettais dans des positions en fait. Je venais de me faire opérer, donc j'avais 2 barres et je faisais tout en tissulaire comme je faisais pour les bébés, mais pour les adultes. Et en fait, j'ai fait ça et euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Voilà, en ostéopathie. Ce qui s'est continué après, c'est que j'ai eu des problèmes au niveau dentaire. Ça, c'était important, c'est que je serrais des dents, je faisais du bruxisme, et les dents, ils ont diminué par 2 parce qu'avec la déminéralisation, c'est-à-dire la dent, au lieu de faire ça, elle faisait ça, quoi. Et donc, du coup, quand je mangeais, et ben, les aliments, ils appuyaient sur la racine de la dent, donc j'avais des douleurs atroces parce que je sentais chaque mouvement dans les dents, parce qu'il n'y avait plus de protection, il n'y avait plus de dentine. Donc ils ont dû me faire des couronnes à chaque dent. Donc c'est-à-dire toutes les dents, ça faisait des dents de requin, ils ont dû limer tout et me mettre des couronnes partout. Donc ça j'en ai eu pour 2 ans et demi, et sachant qu'il y a la moitié qui ont tous cassé, qu'on a dû refaire. Voilà, donc ça fait partie des trucs qui ont été très très durs pour moi. Et ouais, dans les hospitalisations, on en était pas mal. Et là, après, moi, j'ai rencontré mon conjoint en 2020. Et donc là, lui, il est agriculteur, il fait du lait bio, et il était à, on va dire, à peu près 1 heure de route de Rouen. Donc, je le voyais, je faisais des allers-retours tous les week-ends pour venir le voir. Et du coup, j'ai acheté on va dire, un cabinet d'ostéopathie dans son village pour pouvoir travailler le week-end quand je venais et en semaine à Rouen. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, les allers-retours. Et voilà. Et le fait que je l'ai rencontré, en fait, donc j'ai été végétalienne, hein, je vous disais, quand je l'ai rencontré, je mangeais mes céréales, mais voilà, je mangeais pas de viande, pas de produits laitiers forcément. J'avais encore des grosses crises de Crohn et j'étais à 32 kilos quand je l'ai rencontré. Voilà. Je travaillais à 32 kilos, bien sûr, je faisais les allers-retours, je faisais tout, et petit à petit, j'ai commencé à goûter aux aliments de la ferme, c'est-à-dire que bah, j'avais envie, je voyais dans le frigo les pommes de terre, du fromage qu'il faisait lui-même, sa maman qui cuisinait pas mal, donc je faisais leur propre viande, la ferme, les œufs des poules, donc petit à petit, je commençais à remanger ça, en fait, c'est venu instinctivement, sans qu'on me force. Petit à petit, j'ai introduit des trucs. Là, j'ai retrouvé mon énergie qui est remontée, ça s'est fait tranquillement à mon rythme. Et j'ai repris du poids, moins 10 kilos, en 2 ans à peu près. Et voilà. Et maintenant, bah, l'année prochaine, bah, on va se marier. Donc voilà. Donc pour la bonne nouvelle. Donc et là, bah, en fait, là, je suis ostéopathe. Maintenant, j'ai un cabinet à Écully. Donc ce que je fais, c'est de l'ostéopathie embryologique, que ce soit les bébés, les mamans, mais aussi pour n'importe quel problème. Et je me suis spécialisée en accompagnement de troubles du comportement alimentaire, en complément du suivi médical, donc en complément de diététicien, psychologue, psychiatre. Je fais les accompagnements
dans toute la France. Au début, je faisais en one-to-one, visio, téléphone. Et là, je fais les accompagnements. C'est bien plus poussé. C'est que maintenant, j'ai une plateforme en ligne avec un questionnaire poussé pour faire un profilage alimentaire et psychologique. Et mon programme, il se déroule du coup maintenant en 10 étapes. Le but, c'est qu'en 5 mois, en fait, on aille décortiquer couche par couche les étapes qu'ils ont besoin pour pas qu'ils mettent autant de temps que moi à s'en sortir. C'est-à-dire que moi, en gros, en 2020, j'ai eu une amnésie post-traumatique qui a été très dure parce que du coup, il y a une partie de la famille qui m'a pas cru. Voilà, j'ai été toute seule dans ça. Et cette amnésie post-traumatique, c'est pour ça que je vous dis, depuis l'âge de 14 ans, je ne savais pas pourquoi j'étais malade. D'ailleurs, j'étais pas bien, j'étais même déprimée. Voilà, c'est pas bien du tout. Et je savais qu'il fallait que je quitte la Normandie. Voilà. Et cette amnésie post-traumatique, voilà, ça a été le gros truc. Et donc là, il a fallu que j'évacue tout ça. Donc moi, dans mon programme d'accompagnement, il y a tout ça. Ça se fait étape par étape. Et il y a tout ce qui est croyances limitantes, les blessures du passé, la nutrition, la gestion du stress, la confiance en soi, jusqu'à la mission de vie. Il y a 10 étapes qui sont symbolisées sous forme d'étoiles, des étoiles à gagner. Et le but, c'est de gagner des étoiles. Là, ça va plus être de 1 kilo pour avoir le droit à ça, comme j'avais à l'hôpital. Là, ça va être on fait une étoile et on gagne notre diplôme d'étoile et on est fier de nous. C'est-à-dire que la personne qui guérit, c'est pour elle-même et c'est pas pour rendre des comptes à quelqu'un. Moi, il fallait que je rende des comptes à l'hôpital. C'est pas jouable. Voilà. Et en fait, j'ai créé ce programme-là parce que, sinon, je serais restée ostéopathe classique, hein. Et non, moi, si j'étais revenue sur Terre, c'est parce qu'il fallait que je crée ce qui n'existait pas encore. Et d'où ma venue ici, parce que si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est que en fait, tous main dans la main, avec une équipe pluridisciplinaire, on a plus de chances de guérir les TCA dont l'anorexie qui est une des maladies psychiatriques les plus graves et les plus mortelles et les plus difficiles à soigner parce qu'elles sont chroniques. Moi, 16 ans, voilà, toutes les conséquences qu'il y a eu. Et le fait de raconter, je vous raconte vraiment avec sincérité, avec détail. Et encore, raconter, c'est pas comme vivre, mais c'est pour comprendre parce qu'on peut pas se mettre à la place de la personne qui a vécu, quoi. Et moi, le fait d'avoir vécu la maladie, quand j'accompagne les gens, il y a une telle compréhension et un respect de la personne que, en fait, les personnes se sentent, on va dire, en sécurité avec moi et ça avance très bien comme ça. Et en quelques mois, ils reprennent une autonomie et surtout, on va dans l'action, c'est-à-dire on va pas ressasser tout le temps le passé, on va aller dans qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, qu'est-ce que je fais de ça. C'est pas ce qui est important, c'est pas ce qui nous est arrivé, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et moi, voilà, j'ai dit je vais créer une nouvelle famille. S'il y a une partie de la famille que c'est compliqué, on fait autrement. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis contente d'avoir une mission, que ce soit pour les autres et pour moi-même, ce que je suis en train de créer, la nouvelle famille, quoi. Et voilà, c'est très émotionnel, hein, mais à raconter. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, je suis fière de pouvoir aider les gens. J'ai créé ma chaîne YouTube Camille Lelièvre, ostéopathe, où j'ai des témoignages de personnes que j'accompagne, témoignages aussi avec des diététiciens. J'ai fait dernièrement avec Marion Caplan. Voilà, donc et il y a aussi et on m'a demandé de faire un reportage sur M6 aussi sur mon histoire, donc je vais voir, mais peut-être que ça pourrait être une bonne idée. Mais bon, voilà, il faut pouvoir raconter cette histoire qui est assez, à raconter. En fait, le jeudi dernier, j'étais pas apte à raconter ça parce que j'étais trop fatiguée. Je pense qu'il faut être dans une bonne condition. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie. Et je sais pas si vous avez des questions particulières. Merci à toi Camille. En effet, moi ça m'a beaucoup touché ton témoignage. Enfin, je trouve que c'est quel parcours vraiment, quel courage et enfin je sais pas vraiment, c'est top et en effet ce que tu as fait de ton parcours et qu'aujourd'hui tu puisses justement accompagner les personnes qui ont des troubles alimentaires, je trouve que c'est génial. Donc merci infiniment de nous partager ça. Très touchant. Et félicitations pour ton prochain mariage et aussi pour les beaux projets qui t'attendent, enfin, que ce soit les émissions ou autres. Je trouve que c'est super que tu aies cette opportunité parce que c'est important de parler de ce sujet qui touche, comme tu le disais, beaucoup de personnes. Donc, merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, bonsoir Laurence qui nous a rejoint un petit peu après. Bonsoir à toi. N'hésitez pas, donc Thérèse, Sophie, Laurence, si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur le témoignage de Camille.
Oui, je voulais savoir quel est votre âge, si vous voulez bien le dire, aujourd'hui. Oui, je vais avoir 33 ans là, le 8 décembre. Ah oui, donc quel beau parcours en 33 années. Non, moi, ça m'intéresse de savoir qu'à l'origine, vous avez cherché la cause psychique, le traumatisme. Et bon, je vous dis pas lequel, je vous demande pas de le dire, mais effectivement, ma formation, je suis dans la thérapie avec la relation d'aide et les outils de psychoénergétique de type EFT et autres, mais avec d'autres protocoles où on recherche vraiment les racines. Hein. La psychoénergétique, c'est chercher les racines du mal-être au présent. On ne traite pas le symptôme, on cherche les causes. Et effectivement, le trouble du comportement alimentaire est considéré comme un symptôme, donc qui est la conséquence de quelque chose. Et donc, travailler que sur le symptôme, c'est trop difficile, trop dur, parce que c'est un combat permanent. Et effectivement, vous confirmez effectivement ce protocole qui a une cause à la base, Mm. et qui Oui, est en lien quand même souvent avec l'image et la féminité, très souvent. oui, c'est vrai que si je peux aller un peu plus loin dans le truc, c'est que bon, la nourriture, c'est vraiment qu'une partie de ce que j'ai vécu parce que moi, mon corps, il s'est bloqué à plusieurs reprises. En fait, j'ai souffert de vaginisme, j'ai souffert de beaucoup de dermatillomanie, d'hyperactivité, de plein de choses et on a mis tout l'accent sur la nourriture, mais moi, je souffrais au fond de choses Voilà. corporelles très profondes, ouais. Voilà, les témoignages, il y en avait déjà eu une autre personne qui avait eu la gentillesse de parler d'elle aussi, et finalement, elle l'avait moins développé que vous, et pourtant c'est ça le plus important. Et dans ma formation, on est axé sur les causes d'un mal-être et non pas sur le symptôme, parce que ce mal-être a entraîné. En fait, c'est l'inconscient qui trouve comme solution de disparaître d'une certaine manière. Mm, C'est ça que c'est dangereux. Et l'inconscient, il est très puissant. Il fait tout pour aller à cet objectif qu'il considère comme la porte de sortie, qu'il n'y en a pas d'autre. mm, C'est pour ça que c'est très très dangereux, puisque disparaître, c'est provoquer la mort. tout à fait. Voilà, donc tout ce que vous avez dit confirme ces connaissances-là, en fait. Mm. Toutes mes félicitations pour d'avoir eu l'énergie et l'intuition, cette guidance intérieure pour traverser toutes ces épreuves incroyables. Franchement, ça force l'admiration. Mm. Merci. Effectivement, vous avez trouvé le sens de cette épreuve, hein, puisque maintenant vous vous consacrez, vous étiez déjà tourné vers l'aide aux autres, mais en plus maintenant vous voulez accompagner les personnes qui connaissent cette grande souffrance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, moi j'aurais bien voulu en poser une. Finalement, au niveau du parcours de soins, il y a que... tu as parlé des hospitalisations en psychiatrie. Je me permets de te tutoyer, c'est bon? Oui, oui, il n'y a pas de Ouais. Tu as parlé donc des hospitalisations en psychiatrie, en service de nutrition, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer dans ton parcours de soins, en fait, et dans ta compréhension de ta problématique? Mm. C'est vrai que quand on raconte un parcours qui a duré des années, c'est pas évident à raconter, mais si c'est vrai que en fait je me dis ah ben j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, mais il y a beaucoup de choses entre deux. Forcément que mes parents ils m'aimaient très fort et ils avaient envie de que je m'en sorte, donc ils ont investi beaucoup de temps et d'argent pour moi parce que tout ce qui était thérapie c'était pas remboursé, hein, donc forcément j'ai été voir psychologue, sophrologue, hypnotiseur, magnétiseur. Alors j'ai fait, ouais, j'ai fait tout. Maintenant, moi, je fais de l'EFT tout ça, mais j'ai fait de l'ICV aussi en psychologie, EFT comme je vous dis, EMDR. Mais en gros, j'ai tout fait, hein. J'ai tout essayé. Mais ça m'a pas libérée parce qu'en fait, moi, mon accompagnement, il est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère l'humain comme il y a des couches autour de lui, il est comme des couches d'oignons. Imaginons qu'il y ait 10 couches autour de lui, mais que on m'emmène voir un hypnotiseur pour me libérer mon trauma, et que mon trauma, lui, il est au niveau de la 5e couche. Mais moi, j'ai 10 couches autour de moi. Et ben, quand je vais voir l'hypnotiseur, moi, mon corps, il va se figer, il va se bloquer, donc il y avait rien qui va se libérer, parce qu'on n'a pas fait les choses dans le bon ordre, et au moment où mon corps, il se sentait en sécurité pour le faire. Alors que moi, quand je fais un accompagnement, c'est ça, c'est que moi, grâce au questionnaire d'entrée, le profilage de tout que je fais, c'est que je détermine
comment est la personne aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est et dans quel ordre on va faire les outils. C'est-à-dire que les outils EFT, la nutrition, en fait j'ai tous les outils, moi j'ai fait plus de 15 ans d'études, donc les outils je les ai, mais c'est dans quel ordre on va les libérer. Et moi, oui j'en connais, hein, les thérapies brèves, les thérapies plus longues, j'ai fait 1 an d'ICV, j'ai fait ceci, cela. En gros j'ai dû dépenser peut-être 5 000 € dans les médecines alternatives pour moi. Hein. Mais ce qui m'a libérée, c'est que quand j'ai eu l'amnésie traumatique, c'était moi, qu'est-ce que j'allais en faire, comment j'allais libérer ça. J'ai fait des constellations familiales, j'ai fait des trucs pas possibles. Hein. Je suis allée aux Philippines voir les guérisseurs philippins. Voilà, donc à quel point s'il fallait que je raconte toute ma vie, j'en aurais pour 10 ans. Mais voilà, j'ai fait tout et aujourd'hui, ce qui compte, c'est que je m'en suis sortie et j'ai créé ce protocole étape par étape. Mais moi, avec mes connaissances que j'ai, je sais comment aller plus vite et aller libérer des trucs au bon moment. Voilà. Donc, si j'ai besoin de référer à un médecin, un diététicien, un hypnotiseur, vraiment un truc spécifique, je vais l'envoyer au bon moment, la personne. Je vais pas l'envoyer. C'est-à-dire que je vais déterminer, là, il y a un blocage, on va faire ça. Alors, si moi, je peux le faire parce que je sais le faire, je le fais avec la personne. Si je n'ai pas les compétences, je l'envoie au bon moment. Et là, elle se libère et elle revient vers moi. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut pas dire, bah, tiens, je vais essayer l'hypnose comme ça, du jour au lendemain. Non, il faut être prêt. Et pour toutes les thérapies, c'est comme ça. Hein. Vous savez, moi, j'ai fait même de l'exorcisme, les trucs, j'ai tout fait. Hein. Donc, ouais, je connais bien tout ça. Donc, voilà, à un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre. Et moi, je remets vraiment les choses claires, vraiment où est la personne et qu'on fasse les choses correctement. Et on va pas à l'aveugle parce que jouer au loto, ça marche pas. Et moi, j'ai joué au loto pendant des années. Voilà, c'est ce que je dis. Et moi, aujourd'hui, c'est le diagnostic, c'est comme en ostéopathie, je fais un diagnostic précis. Si on est déséquilibré sur les hanches, bah, en gros, je vais pas passer 1 heure sur le bassin. Si ça vient du nerf vague qui est bloqué ici et qui bloque les hanches, alors que ça vient du nerf vague. Et des fois, je libère juste là et je reteste les hanches, elles sont équilibrées en 2 secondes. Hein. Et le tout, c'est diagnostic, c'est-à-dire qu'on a l'impression, des fois, que je fais pas grand-chose, mais en fait, c'est tellement des années d'expérience qui fait que ça paraît tout simple. Comme un magicien, on croit que c'est facile, alors que c'est des années de travail. Ah, comme ça. Moi, j'avais plusieurs questions. Je connais pas trop le milieu hospitalier et comment justement il traite les troubles alimentaires. Mais est-ce que quand tu sors de l'hôpital, tu as quand même un suivi ou pas du tout? Enfin, t'es un peu lâché dans la nature et c'est à toi de te débrouiller par toi-même. Ouais, mais alors, en fait, vous savez, je pourrais écrire des tomes sur ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé des trucs tellement inimaginables. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote. À 14 ans, j'étais hospitalisée. Une pédiatre qui était mais vraiment méchante avec moi, c'est-à-dire que j'avais repris du poids tellement vite que j'avais les joues qui avaient gonflé comme un hamster, mais ça faisait une rétention d'eau. Et elle m'avait dit que je ressemblais à un hamster. Alors, je venais de reprendre, vous voyez, imaginez. Et ce qui s'était passé, c'est que donc elle m'aimait pas, et en plus de ça, j'avais 14 ans. Et elle m'a fait tous les vaccins de l'hépatite B et du papillomavirus sans demander à mes parents. Et ce qui m'a aggravé la maladie de Crohn, parce que j'étais en maladie auto-immune, mon corps était pas du tout prêt à recevoir des vaccins dans l'état où j'étais. Surtout que j'ai dormi, je sais pas si vous me savez, je dormais avec un appareil pour mesurer mon rythme cardiaque qui faisait un bruit pas possible, donc je dormais pas les nuits, moi. Hein. Donc j'ai vécu des trucs quand même assez atroces, et quand j'avais trouvé un psychologue bien au moment de mon hospitalisation à 14 ans, comme j'étais partie 2 kilos avant le poids de sortie, et ben ils ont pas voulu me donner ce psychologue-là, ils m'ont dit démerdez-vous. Ok. Donc ça veut dire que j'avais commencé tout un suivi psychologique déjà à 14 ans pour se délivrer, c'est déjà dur, mais j'avais pas le droit d'être continué par le même. Alors que les autres avaient le droit parce qu'ils avaient été bien jusqu'au poids final. Donc vous voyez, le chantage allait jusqu'au bout et à un moment donné, bah voilà, on recommence. Donc des psychologues, j'ai dû en essayer je sais pas combien. Voilà, donc ça c'est une expérience. Les autres suivis, bah oui, les suivis à l'extérieur, diététicien, tout ça, bah oui. De toute façon, je pense que je savais encore plus la diététique que les diététiciens moi-même. Parce que j'étudiais tout et je savais tout sur tout, quoi. Je pense que je savais déjà beaucoup de choses, même sur les neurotransmetteurs, les hormones, tout ça que eux ne savaient pas. Et moi, je savais très bien que s'il y avait des choses qui passaient pas, ça passait pas. C'était pas la peine de me dire il fallait que je mange ça, quoi. Et aujourd'hui, j'ai rétabli ma prise de sang moi-même. Mais, je pense que après l'hôpital, non, le suivi n'est pas. C'est-à-dire que les gens qui sont diététiciens, qu'on dit spécialisés en TCA, ils ont fait des études avec peut-être une journée de spécialisation TCA, mais déjà ils n'ont pas eu les TCA et en plus ils y connaissent rien, mais rien.
En médecine, ils font 4 heures de diététique. Donc déjà, voilà, le médecin. Et moi, tout ce que j'ai appris, le nombre d'heures que j'ai fait, j'en connais bien plus qu'eux. Donc même moi, je trouvais ça ridicule d'aller les voir, en fait. Voilà. Et puis quand on sait pas ce qu'on a, aller voir un psychologue et dire bah je suis pas bien mais je sais pas pourquoi parce que j'étais en amnésie post-traumatique, bah voilà. C'était non, c'est pour ça que ça a été long, blocage sur blocage. Et puis de toute façon, ma mère était tellement focalisée aussi sur le fait que je reprenne du poids, mais tous mes parents, les médecins, tout le monde, que la priorité c'était que je grossisse quoi. Mm. Donc si je grossissais, j'étais guérie. Si je grossissais pas, j'étais pas guérie. Voilà. Donc, alors que en fait, une personne peut faire 50 kilos et être en anorexie complète parce que son poids de forme c'est 70 kilos. Moi, à 40 kilos, je suis en meilleure santé mentale et physique que des personnes à, je sais pas, même à 50 kilos, alors que leur poids de forme c'est 70 kilos. Moi, si j'ai fait 45 kilos maximum, voilà quoi. C'est le, voilà, j'ai pas une morphologie à prendre et moi, ma prise de sang, quand il y a aucun signe d'anorexie, c'est pas à 50 kilos. Hein. Donc voilà, et en fait, le poids, bah, l'IMC ne veut rien dire, quoi. Donc c'est le problème. Parce que moi, c'était le plus important, c'était la sarcopénie. Aujourd'hui, même si le poids est pas... En fait, j'ai du mal à faire du gras aussi, mais j'ai repris du muscle, donc c'est le plus important. Quand on n'a plus la force de porter sa valise ou de monter les marches, quand j'étais au Sénégal et qu'il fallait que je monte 2 étages, mais c'était... Les 2 étages, je mettais la matinée pour monter 2 étages, quoi. Voilà. Donc pour survivre, comme j'ai eu la gastro, il a fallu que j'aille trouver un supermarché où j'avais acheté du thon et des cornflakes pour manger en boîte et pas manger des trucs. Voilà. Vraiment, pour moi, c'était une survie, un parcours du combattant qui est inexplicable. Il fallait que je gère mon ordinateur, ma finance, mes sous dans un pays africain où j'étais dans un état catastrophique. Il fallait pas que je me fasse voler mon argent, que j'aille à l'aéroport. Enfin, tout ça, c'est une capacité mentale que voilà que même à l'hôpital, ils se sont demandé comment j'avais ma tête encore. Hmm. Voilà, donc après oui, pour quand je parle des soignants me faire soigner, ça ça n'a pas été mince facile quoi, parce que on trouve pas la personne qui est spécialisée à côté de chez nous. C'est pour ça que moi je fais l'accompagnement de toute la France parce que je me dis bah au moins la personne elle peut me choisir même si j'habite loin de chez elle parce que je corresponds totalement à ce qu'elle a vécu. Un trouble alimentaire, un trouble digestif, c'est très fréquent. Merci pour ton retour. Et j'avais aussi une question par rapport à l'hospitalisation sous contrainte dont tu nous as parlé à Paul Brousse. En fait, je comprends pas pourquoi toutes ces contraintes. Enfin, est-ce qu'il y a une raison? C'est parce qu'ils ont peur que vous attentiez à votre vie. Enfin, je comprends pas. Alors Pourquoi. déjà, moi je voulais pas prendre d'antidépresseurs parce que je savais que ça a permis de m'hypnotiser, voilà, ça avait rien faire du tout et c'était pas moi, j'étais pas dépressive en soi, j'avais les joies de vivre donc voilà. Mais déjà ils m'obligeaient à prendre les médicaments, il fallait que je tire la langue devant eux. Alors déjà j'avais l'impression d'être une gamine alors que j'avais déjà la majorité. Euh, et l'hospitalisation sous contrainte, c'est-à-dire qu'ils ont peur que bah, on se déshospitalise et en gros, qu'on suive pas le traitement jusqu'au bout, quoi. Donc après, ils peuvent faire signer les parents, ils peuvent faire signer n'importe qui. Donc moi, je me suis fait avec mes mères parce que ma mère voulait que mon frère signe parce qu'il venait d'avoir 18 ans. Bon, ça a été tout un truc aussi. Donc voilà. Après, sinon, c'est carrément un juge qui vous met une hospitalisation sous contrainte et là, vous êtes obligé de prendre les médicaments, sinon ils vous mettent des menottes. D'ailleurs, à Garches, il y en avait qui avaient des menottes. Ils avaient les bras attachés au lit comme ça. Et ils étaient obligés d'avoir la sonde, les médicaments obligatoires par la sonde. C'est-à-dire le médicament, ils vous l'injectent par la sonde. Ok. Voilà comment ça se passe. Et ça, c'est pire qu'en prison, quoi. Et ça, ils vont jamais le montrer à la télé, hein. Voilà. Moi, je l'ai vu en vrai. Donc, alors, ce que j'ai vu aussi à Garches, c'est comment dire. euh, Bah, en gros, moi, ils ont failli faire ça aussi. C'est-à-dire que si le poids prenait pas, ils nous mettaient la sonde, on devait être assise dans le couloir de l'hôpital toute la journée avec la sonde pour être sûr que la sonde passe bien, assise sur une chaise dans le couloir. Voilà. Toute une journée. Voilà, une journée. Ok. Waouh. Il y a que la nuit qu'on pouvait aller dans le lit pour dormir, quoi. C'est vraiment inhumain, je trouve. Enfin, c'est. Mm. Et des fois, les menottes au lit, hein. Donc, pareil. Alors, pour aller aux toilettes, c'était ouvrir la porte des toilettes, faire pipi devant l'infirmière. Alors, moi, j'ai eu les toilettes fermées, donc j'ai eu le droit aussi à faire pipi dans un bac.
Bon, au début, j'avais les couches, donc je faisais pipi, caca dans la couche. On me laissait une demi-heure comme ça dans mon caca. Voilà. Euh, si la sonde, elle sonnait et qu'on l'avait H24, si l'infirmière, elle arrivait avec une demi-heure de retard, elle nous remettait une poche, mais avec un débit en 2 fois plus rapide pour rattraper cette demi-heure de retard. Donc vous arrivez la sonde avec 2 fois plus vite dans l'estomac. Enfin bon, voilà, ça c'est jamais expliqué en vrai, quoi, pour vous dire. Donc ça, je vois pas comment on peut guérir de l'anorexie comme ça, c'est traumatisant. Moi, j'ai eu 2 traumatismes, c'est ça, enfin, si on peut appeler 2 traumatismes, c'est, je pense, des traumatismes qui ont été chroniques, toute mon enfance, mon adolescence, ma jeune vie adulte, tout ça, ça a été... Après, il a fallu que je guérisse du vaginisme, tout ça, ça a été des traumatismes pour moi, donc voilà. Donc voilà, il n'y a pas un traitement, il n'y a pas un traitement, il n'y a pas... C'est un protocole, en fait, c'est adapté selon où se trouve la personne et ses couches de protection qu'elle s'est mis. Il faut les enlever petit à petit pour qu'elle se sente en sécurité. Et après, la vie reprend. Un bébé, un enfant, il sait ce qu'il a besoin, il sait quand il a plus faim, il sait quand il a faim. Donc il n'y a pas besoin de... On le sait. Quand on ne veut plus manger, c'est pas qu'on ne veut pas manger, c'est qu'on ne peut pas. C'est la vie ou la mort. C'est-à-dire, si je mange, le corps, moi, on m'a forcé, bah, le corps, il a rejeté par le bas en maladie de Crohn. Donc, il trouve toujours une solution. Il y en a qui vont se faire vomir. Si on les force, hop, ils vont vomir. Il y en a qui vont... Moi, c'était la maladie de Crohn. Et le corps, il se sent en sécurité. Lui, avoir un corps de femme, c'était une insécurité. Donc, c'est un danger de mort. Donc, c'était mieux de rester comme j'étais. Mm. Merci pour ton retour. Mm. Et j'avais une question, parce que bon, j'y connais rien, donc je pose ma question et pour avoir plus de précision. Tu as parlé de ton ostéoporose, qui était la conséquence en fait de ton anorexie, enfin de la nutrition, si j'ai bien compris, et donc je me demandais parce que c'est arrivé au moment où tu as eu ton choc sur le cheval et où tu es tombée. Donc en fait, c'est pas le choc ni la chute qui ont fait que tu as eu ce problème de vertèbre. C'est vraiment le fait que tu avais l'ostéoporose qui a fragilisé, en fait. Juste le fait d'avoir... En fait, quand on saute à cheval, quand on atterrit, des fois, les fesses tapent un peu sur la selle. On fait hop, parce qu'on est en équilibre, en fait. On est en équilibre et hop, on ratterrit sur la selle. Sauf que moi, bah, c'est comme si que j'avais à la place d'une vertèbre un fil de verre, quoi, un truc qui a tout enfin, juste le fait de faire ça, ça a cassé. Ok. Et du coup, j'ai entendu vraiment un clac. Et là, bah, je suis tombée de cheval. Mais voilà, c'est-à-dire que alors il y a aussi des petits détails, c'est que comme je suis tombée sur le côté, je me suis arraché la jambe contre le poteau. Donc il y avait en gros les barres et il y a un petit truc en fer qui maintient la barre. Et ça, c'est tranchant. Et je me suis ouvert la jambe, mais ouvert toute la cuisse avec une éventail comme ça. Sauf quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, l'urgence c'était mon dos. Donc la cuisse, eh ben, c'est un interne qui m'a mis une bande. Sauf que je suis restée tout le week-end avec cette bande. Quand je suis arrivée à Saint-Étienne, ils m'ont enlevé cette bande avant de me faire opérer. Et là, ils étaient tous, mais ils sont arrivés mais avec une tête. Quand j'ai vu la tête, je me suis dit, oh là là, il y a un gros problème. Ils m'ont dit, là, vous aurez dû vous faire recoudre, vous avez un truc ouvert. Enfin, ça va être une catastrophe pour la cicatrice parce que c'était ouvert de ça, quoi, et ça faisait comme ça, quoi. Et voilà, ils auraient dû me recoudre, sauf que moi, j'avais super mal, mais comme j'avais super mal au dos, j'avais mal de partout. Finalement, la cuisse, bah, je me dis, bon, bah, j'avais pas ouvert la bande, moi, je pouvais pas bouger. Donc, voilà. Bon, bah, ça, c'est des aléas de l'hôpital, mais bon, c'est tout ce que j'ai, les conséquences. J'ai encore cette cicatrice, mais bon. Encore, j'ai eu de la chance, je cicatrise pas mal, parce que j'ai eu des agrafes. Ils m'ont opéré, alors le dos, j'ai eu 2 barres, mais après, ils m'ont réopéré pour enlever les barres. Donc, ils m'ont rouvert au même endroit dans le dos. Alors, avec les petits muscles que j'ai du dos, vous imaginez les cicatrices, les trucs. Avec mon dos fragile, quoi. Mais voilà, c'est des trucs. Moi, ce qui compte, c'est aujourd'hui, je me dis, en fait, mon programme, c'est de devenir antifragile. Donc moi, je me dis, mon dos est antifragile maintenant. Il est plus fort grâce aux épreuves de la vie. Donc l'antifragilité m'a énormément aidée. Mm. Oui, effectivement, je reprends la parole pour
exprimer ma compassion de votre calvaire et de voir à quel point, pour soi-disant nous aider, parfois ils aggravent les traumas en fait. Hein. Il y a plusieurs étapes. Vous avez été retraumatisé du premier traumatisme. Est-ce que l'intrusion, tous ces trucs-là, ça, En fait, moi, je suis aujourd'hui. recréent d'autres traumatismes, hein, mais qui sont souvent en lien avec le premier, mais ils ne le savent pas. En fait, moi, je suis dans la paix avec tous mes agresseurs, entre guillemets, euh, même que ce soit à l'hôpital ou quoi, parce que je sais que eux, ils ont été formés comme ça, ils font ce qu'ils peuvent pour nous sauver. C'est vrai. Et en fait, j'en veux à personne. C'est juste que moi, bah, ok, j'ai souffert, je suis pas là pour me rendre victime toute ma vie. Aujourd'hui, bon, bah, c'est qu'est-ce que j'en fais? Soit je raconte ma vie à me pleurer devant tout le monde, j'ai vécu l'enfer, ou alors aujourd'hui, bah, je me dis, il y a une solution autre et je la crée et en fait, je me focalise que là-dessus parce que mon histoire sur YouTube, j'en ai parlé qu'une seule fois et encore pas en détail. J'en ai parlé une seule fois, mais le reste, c'est que du positif, quoi. Oui, parce que vous avez cette force-là, mais toutes les autres personnes qui sont dans ce protocole et qui ont la malchance de tomber sur des personnes qui n'ont pas trop de délicatesse ou au contraire qui sont même brutales, bon, voilà, ça fait des dégâts, ils aggravent les dégâts en fait. Hein. Et je voulais revenir sur le bruxisme, hein, puisque vous avez abîmé vos dents par le bruxisme. Je ne sais pas si vous avez trouvé la cause du bruxisme, la cause psychologique du bruxisme. C'est parce que vous avez investigué énormément depuis. Pardon? Je sais pas. Oui, La cause psychologique du bruxisme, il y a une cause. Oui, ben, en fait, en gros, j'étais verrouillée de tout mon corps, hein, donc tout ce qui est la bouche, ça fait partie d'un, on va dire, Oui, ça peut, mais il y a beaucoup de personnes qui font du bruxisme sans avoir les problèmes de santé que vous avez eus. Donc, c'est les mâchoires qui se bloquent. Oui, mais alors, il y en a qui sont stressés ou qui vont dans l'alcool, le tabac et qui ont eu un traumatisme le même que le mien et que c'est juste exprimé différemment. Oui, absolument. Les symptômes. C'est comme bah, des personnes qui ont des migraines, la cause est différente. Là, le bruxisme, moi déjà, bon, il doit y avoir du transgénérationnel parce que mon père serre des dents et s'est fait opérer de la mâchoire. Mais moi, je sais que serrer des dents, c'était pour tenir le coup aussi. Je pense que bon, faut savoir que j'ai toujours, quand j'étais petite, ce qui me détendait, je suçais mon pouce. Donc c'était très dur pour moi d'arrêter de sucer le pouce, donc je suçais le pouce. Et j'ai eu une bouche trop petite par rapport à des grandes dents, donc on m'a arraché quatre dents de prémolaires. Et après, j'ai eu un appareil dentaire. Et après l'appareil dentaire, du coup, on a refait toutes les dents. Donc, je suis passée plein de fois, chez le dentiste, je sais pas combien de fois. Mais j'ai eu une gouttière. Et quand on me mettait la gouttière pour protéger les dents, je serrais dessus. C'est-à-dire que j'utilisais la gouttière pour m'énerver dessus, quoi. Et du coup, elle était toute bousillée, en fait, la gouttière. Donc, en fait, oui, ça prouve que c'est plus fort que la gouttière, elle protège, mais effectivement, elle ne ça règle résout pas le problème. Voilà, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je peux vous donner la cause inconsciente, hein, puisque c'est l'inconscient qui provoque ce blocage. C'est l'impuissance, c'est le sentiment d'impuissance, c'est une émotion de rage, c'est-à-dire une colère qui est empêchée, qu'on ne peut pas exprimer parce qu'il y a danger à l'exprimer. Donc c'est le sentiment d'impuissance, de rage. Moi, je traite le bruxisme, la partie psychologique comme ça n'empêche pas d'aller prendre les aides médicales, dentaires, gouttières, etc. en attendant que ça soit réglé, bien sûr. Mais la cause psychologique, c'est l'émotion de rage. La rage, c'est j'ai de la colère, mais je suis empêchée de l'exprimer. Donc l'inconscient, il reçoit le message, tu peux pas t'exprimer, tu peux pas te défendre, tu peux pas mordre en gros, hein, c'est notre côté animal, hein, c'est le cerveau reptilien. Et bien l'inconscient dit, si tu veux pas mordre, si tu veux pas te défendre, ben c'est pas compliqué, je te bloque la mâchoire. Et l'impuissance, c'est le plus fort. Vous en avez fait l'expérience. Et c'est ça la cause du bruxisme. J'en ai parlé à mon dentiste parce qu'il voit ça et il sait pas qu'il faut envoyer les gens voir un psy pour traiter cette colère si le psy sait la traiter. Parce que ça. Oui, la gouttière, c'est encore un traitement symptomatique. Et moi, bon, c'était hyper fort. Alors, pour que les dents soient usées de moitié, c'était un bruxisme. Ah oui, c'était énorme, énorme, énorme. C'est pour ça que je me permets de vous donner cette information. J'ai une vidéo de moi sur YouTube au moment où en pleine crise de Crohn avec mes dents toutes comme ça. Je vous assure, quand on voit la vidéo, ça me refait peur. Mais ouais.
En fait, le truc, c'est que je pouvais plus manger à la fin parce que j'avais un mal de chien dès que je mangeais. Donc, moi, mes dents, c'était un capital. Et moi, si je pouvais plus manger, bah, je mourais, quoi. C'est super, hein. Mm. C'est vrai que ça faisait beaucoup de symptômes. Mm. La Ouais. colère, la rage, elle a une raison. Elle a une raison. Toujours, hein, c'est toujours les racines sont dans le vécu. Toujours. Dans les expériences vécues et comment on les a, comment elles sont restées parce qu'elles étaient intenses ou répétées, ou intenses et répétées. Mm. Voilà. Merci, Thérèse, pour cette. Mm. Le corps, c'est la somatisation, en fait, de l'information, les mémoires émotionnelles. Mm. Et pour le nerf vagal, c'est très intéressant votre démarche par rapport au nerf vagal, parce qu'effectivement, mes méthodes aussi, elles visent à libérer le nerf vagal parce qu'il s'est figé, il a gardé la mémoire de la peur. Oui, j'ai fait la Ça bloque formation. tout le corps. Ça bloque tout le corps. J'ai fait la formation la théorie polyvagale de comment Ah oui, d'accord. j'ai Oui, fait toute la formation avec eux, donc sur les trois nerfs vagales. J'ai fait toute la formation qui est dans mon programme et qui fait partie du système nerveux et de la confiance en soi de mon étoile 7, ouais. voilà, la théorie polyvégale de Borges, je sais plus Borges, Ouais, Stéphane Porches, ouais. voilà, donc moi elle fait partie de ma formation, mais je n'ai pas la certification, j'ai pas fait directement avec eux, mais ça fait partie des connaissances de mon protocole. Et je Mm. suis tout à fait d'accord avec vous qu'un protocole c'est une chose, mais il doit être clinique, c'est-à-dire s'adapter à la personne. Et pas seulement quand on l'accueille, à tout moment, ça fluctue les émotions, les états, etc. Il faut pouvoir le réadapter à chaque instant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne force jamais l'inconscient. Il faut toujours réadapter, savoir qu'est-ce qui est le mieux à ce moment-là, c'est quel outil, quelle méthode, quelle approche. Moi, c'est pendant toute ma séance, je réadapte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps les changements qui se passent en la personne. Amélioration, libération, émergence d'un autre trauma, une croyance, etc. Donc, je suis toujours en train d'adapter le protocole. C'est ça l'approche clinique. Et Mm. ça, effectivement, c'est ce que vous avez, c'est la particularité de votre approche, c'est que vous l'adaptez à la personne. Ouais, je dirais, en fait, pour guérir de l'anorexie, c'est très complexe parce que Oui. anorexie, boulimie, hyperphagie, c'est-à-dire que il y a beaucoup de spécialistes en France qui font une formation, dire spécialisé TCA, mais c'est un week-end qu'ils font sur, voilà, ils n'ont pas vécu ça et c'est dans leur spécialité. Donc eux, vous allez voir, bah oui, il faut faire ça, ça. Et en fait, il y a personne qui a créé vraiment un protocole complet, étape par étape, au rythme de la personne pour les TCA qui a vécu ça. Et moi, c'est pour ça que je voulais créer ça. Et quand je vois les résultats que les personnes ont, c'est-à-dire que oui, ils peuvent aller voir leur psychologue et tout, mais tout ce qu'on fait ensemble, les étapes, en fait, elles se libèrent 10 fois plus vite. Voilà. J'aimerais effectivement, vous allez donner vos coordonnées à Céline pour pouvoir avoir toutes les références Ouais. de votre accompagnement. J'ai mon site internet et j'ai, en J'ai gros, votre j'ai un prénom, onglet, moi, hein. J'ai que votre prénom apparemment. Quel est votre nom? C'est que j'ai pas vu. le lièvre. Le Ah lièvre, d'accord, faut que je note le tout lien. attaché, c'est facile à retenir. Ah, voilà, effectivement, faut que je note le nom parce que sinon, sans le nom, c'est difficile de vous trouver. Oui, là, je suis avec Uli, bon, ostéopathe, puis après, on peut trouver mon site internet où il y a un onglet TCA, et en fait, quand les gens mettent leur adresse mail, ils peuvent avoir ma vidéo complète sur l'explication du processus de guérison. Mhm. Voilà, je fais une vidéo exprès pour ça, mais après, j'ai ma chaîne YouTube Camille Lelièvre ostéopathe, et là, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, il y a plein de... J'ai fait pas loin de 1000 vidéos, donc Ah oui, en effet, il y a de quoi vous faire. avez de quoi faire. Ouais, mais c'est sûr que votre parcours vous donne une avancée sur toutes les formations qui existent, ça c'est sûr, hein. Ah, puis j'adore ça, puis je continue toujours à me former, hein, ça n'arrête pas. Bah oui, il y a toujours à découvrir, ça c'est vrai. C'est vraiment une transformation incroyable, quoi, d'avoir pu transposer après maintenant dans l'être à autrui, bravo, quoi. Merci. Et bon, donc tout ce que vous dites, ça recoupe tout ce que j'ai appris. Hmm. Donc Ah, c'est super. ça me rassure. Ça rassure que mon protocole, il est quand même bien inspiré. J'ai été bien formée, j'ai eu des bons atouts auprès de mes formateurs. Hmm. Ouais, bah, je le ressens quand vous parlez que vous êtes vraiment, on va dire, intéressé au sujet et vraiment faites ça. On le sent, moi je ressens les personnes quand elles ont vraiment envie d'aider les gens et ça c'est.
C'est top. Enfin, vraiment envie de comprendre et respecter la personne et y aller à son rythme, et ça, c'est important. Effectivement, je pense que ma particularité, c'est que j'ai conscience de la puissance de l'inconscient. Et Mm. j'ai compris ces mécanismes, pas tous, hein, parce qu'on n'en verra peut-être jamais le bout, mais j'ai bien compris le fonctionnement de l'inconscient. Et j'ai une approche qui est la thérapie relationnelle intérieure, qu'on retrouve sous d'autres noms, parce que toutes les thérapies, euh, on n'invente pas le cerveau humain, hein, donc il y a des thérapies qui portent des noms différents, mais qui vont toujours qui vont quand même dans le même sens. Et effectivement, on dialogue avec l'inconscient, on dialogue avec les parts concernées par le problème. Parce qu'on n'a pas qu'un inconscient d'une certaine manière, on en a plusieurs. Parce qu'on a des parts, des couches, des dossiers, je sais pas comment dire. Je compare souvent avec l'ordinateur. Moi, ce stockage d'informations, ça ressemble beaucoup à l'informatique. L'informatique, c'est de l'information avec la technique, hein. Mais c'est une copie de notre fonctionnement, en fait, d'une certaine manière. Et donc, en dialogue, avant, on appelait ça des régressions. Mais le mot, rien que le mot, ça fait un peu peur. Et les méthodes d'autrefois, elles étaient un peu scabreuses. Mais aujourd'hui, on a trouvé le chemin. Il faut préparer la personne, hein, c'est quand même un protocole auquel il faut être formé. Mais je fais dialoguer la personne avec ses parts inconscientes et l'inconscient répond. C'est extraordinaire. Il répond, il dit, il explique pourquoi il a développé cette stratégie qui croit défensive. Il ne Ouais. voit pas les dommages collatéraux, il ne raisonne pas. Il ne raisonne pas, hein. L'émotionnel ne raisonne pas. Et il fait partie du système nerveux autonome. C'est pour ça qu'il est si puissant. Le système nerveux autonome, c'est ça qui nous maintient en vie. Heureusement qu'on n'a pas besoin de gérer tout le métabolisme. Donc c'est d'une super puissance. Et effectivement, la partie émotionnelle, ce qu'on appelle l'inconscient, c'est géré par le système nerveux autonome. Sauf que les pionniers de la psychanalyse ne connaissaient pas ces fameux trois cerveaux de MacLean. Parce que c'est les années 60, 50, 60. Hein. Et donc, ils ont appelé ça l'inconscient. Donc, ça nous a envoyé un message que c'était peut-être un peu ailleurs, un peu hors de nous. Mais quand on prend conscience que c'est le système nerveux autonome, là, Mm. Et on puis, comprend la je dirais, puissance, voilà, cette notion d'inconscient super puissant, quoi. mm. Ouais, ce que je pensais par rapport à ce que tu dis, Thérèse, le, le corps, il crée une maladie pour survivre. Donc, pourquoi vouloir enlever la maladie tout de suite? Parce que là, le corps, il croit qu'il va mourir quand on lui enlève la maladie d'un coup. Sans Ça dépend des maladies. Pour l'anorexie, c'est plutôt une destruction. Hein. Euh, non, parce que L'anorexie, c'est spécial quand même. Hein. alors, l'anorexie, en fait, ça permet de vivre plus longtemps dans un corps défensif, parce que sinon, le corps, il se sent tellement d'insécurité je crois que je me serais peut-être suicidée. Enfin, voilà, si j'étais restée dans mon corps normal, parce que j'étais trop mal. C'était une partie pour me garder en vie et faire mon chemin. Et je suis toujours là aujourd'hui. Donc, Ouais, moi, je vois plutôt ça comme une part combative que vous avez en vous, une immense ressource. Euh, Il y a certainement une raison, mais ça vous appartient. Et, mais le principe de refuser la nutrition, c'est le contraire de vivre, hein, quand même. On appelle ça les pompiers dans mon protocole. Hein, c'est comme les addictions, hein, c'est-à-dire faut atténuer une souffrance insoutenable, quel que soit le moyen. Et donc l'inconscient, puisqu'il est inconscient, il fait comme un pompier. Il faut éteindre cette souffrance, comme on éteint un feu, et il ne voit rien d'autre. Et il est convaincu que c'est l'unique solution pour supprimer la souffrance. C'est non, comme mais un là, suicide. C'est comme un suicide, quoi. en fait, je pense qu'on pense que l'anorexie, c'est comme un suicide, mais à ce moment-là, une tumeur, un cancer, la maladie de Crohn, ça m'a fait perdre plus de poids, malgré moi, et en fait, c'est le corps qui reprenait dessus. Donc, une maladie auto-immune, un cancer. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas la médecine, un problème thyroïdien, on en meurt si on prend pas d'hormones thyroïdiennes. Il faut comprendre que c'est parce que, en fait, la médecine arrive à tenir en vie plein de maladies, et que l'anorexie, c'est incontrôlable, on va dire. C'est ça la différence. Mais c'est le corps, il veut survivre. Sinon, il y aurait eu un suicide direct ou autre chose, ou alors on prend un médicament et on meurt, ou on s'empoisonne ou quoi. Mais non, si on est dans cette lutte, c'est qu'on veut vivre et en même temps on veut être au bord du fil pour se faire toute petite. Oui, c'est la part, le self, hein, on pourrait dire, la personne veut vivre, oui, c'est ce que j'ai, cette force intérieure.
effectivement, c'est comme pour le suicide, la personne, elle veut pas mourir. C'est l'inconscient, ce qui a développé cela, et qui, à un moment donné, c'est pour ça que c'est la terreur de tous les psys, la personne qui a des idées suicidaires, avec en plus le mode opératoire, là, danger, danger, faut plus lâcher la personne. Et effectivement, parce qu'on ne sait pas à quel moment cette part-là va prendre le contrôle. En fait, l'inconscient, dans les choses qui nous échappent, c'est cette part de l'inconscient qui développe une solution, mais qui n'en est pas une pour nous, en fait, mais qui prend le contrôle sur le conscient. Et c'est là le danger. Donc, effectivement, vous le dites à votre manière, mais en fait, c'est bien ce que j'explique, mais vous le dites avec votre expérience, votre vécu. Et c'est vrai que la maladie, c'est un signal, bien sûr, c'est un signal, la maladie. Encore faut-il bien l'entendre, c'est un signal, la maladie. Mais pour moi, l'anorexie, c'est quand même, c'est une part de l'inconscient qui développe cette idée-là, que c'est la seule solution pour ne plus souffrir, mais il ne sait pas qu'il se trompe, il ne sait pas que c'est pas la bonne solution. Mais vous voulez pas mourir, ça, je suis d'accord avec vous. C'est une part de l'inconscient qui développe que la solution, c'est ceci ou cela, ou c'est une addiction, c'est l'alcool, c'est la drogue, etc. On appelle ça les pompiers dans mon protocole, dans le protocole de dialogue avec l'inconscient. Ouais, mais bon, toute cette histoire d'inconscient, moi, avec tout ce que j'ai fait, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est un ressenti personnel, on y croit, on n'y croit pas. Mais en fait, pour moi, tout est conscient. En fait, le problème, c'est que quand il nous arrive quelque chose, ça peut être un trauma du passé ou quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne peut pas exprimer, en fait, il s'exprime par le corps, mais on est conscient de la chose. Une amnésie post-traumatique, en fait, on sait qu'on a quelque chose de bloqué. C'est juste que comme on n'avait pas les mots à cet âge-là pour le dire ou l'exprimer avec des mots, on ne peut pas. Donc on sait dans le corps qu'on n'est pas bien. Mais quand moi on me disait de parler, je pouvais pas parler quoi. C'est pas une question de c'est l'inconscient qui veut prendre le dessus sur le conscient. C'est pas une question de ça. Hein. Là moi je l'ai Pas ressenti. dans votre trajectoire, effectivement, parce que vous avez cette particularité d'avoir une lucidité, vous avez conscientisé peut-être plus que d'autres, bien sûr. Hmm. Et c'est pas parce qu'on prend conscience d'un problème qu'il est résolu. Et effectivement, ça suffit pas. C'est ce que la psychanalyse a cru, qu'il suffisait de faire émerger les choses inconscientes au niveau conscient, puis hop, tout c'est réglé. Et puis pas toujours. Parfois oui, parfois non. Et le corps, bien sûr, il sait l'expression de ce qu'on appelle l'inconscient. Il l'exprime. Moi, je dirais que le corps choisit sa maladie en fonction de ce qui est le Ah, plus facile on peut appeler pour ça un lui. choix, bien sûr. Oui, on peut appeler ça un choix. Bien sûr, absolument. Moi, je dirais que, oui, qu'il choisit, on va dire, en fonction de sa facilité par rapport à ses susceptibilités génétiques, tout ça. Si on développe plutôt une migraine, un cancer ou une maladie de Crohn, ou voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus facile pour lui par rapport à son truc et il exprime ce mal-être par rapport à ça. Et quelqu'un qui a une migraine, un jour, il peut avoir une contrariété pour un truc autre. Et en fait, un cours, il va avoir une crise de migraine. Moi, j'avais une crise de Crohn. Des fois, ça allait mieux et des fois, ça repartait. Il suffit que j'étais angoissée pour quelque chose, ça se mettait tout de suite dans le ventre. Mm. Le corps, il choisit pas par hasard sa maladie, quoi. Certainement qu'il y a des raisons de pourquoi il développe telle ou telle maladie. Absolument, il peut y avoir de multiples raisons, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. C'est une partie mystérieuse et on peut en trouver une partie. J'ai fait Jamais du prétendre décodage avoir. Non, mais je dis ça parce que j'ai fait aussi des formations en décodage biologique, donc. Oui, le décodage biologique, je connais parce que j'y fais souvent appel pour moi, mais je ne suis pas formée. Mais c'est passionnant, effectivement. C'est une gestion automatique des traumas, effectivement. Donc, ce qu'on appelle l'inconscient, il y a d'autres façons de le nommer, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Ben, bravo, en tout cas, vous avez fait de belles découvertes. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Moi, j'avais juste, c'est pas vraiment enfin, je sais pas si c'est une question. Je vais formuler et on verra comment ça vient. Euh, il me semble que tu as parlé aussi de dermatite que tu avais à un moment. Est-ce que tu confirmes? La dermatillomanie. Ah, dermatillomanie, d'accord. Eh ben, j'ai mal compris. Et c'est quoi exactement? C'est quelque chose que je ne connais pas. Bah, tu sais ce que c'est qu'une scarification? Oui. Alors, une dermatillomanie, en gros, c'est la même chose, mais
En fait, c'est se gratter moi, je me grattais les jambes, il y avait jusqu'à ce qu'il y ait du sang, ou alors, en fait, quand il y avait un poil qui poussait sous la peau, je enlevais, et en fait, ça m'a fait plein de cicatrices sur les jambes, et on mettait des bandes sur le long des jambes à l'hôpital pour pas que je touche à mes jambes, quoi. Et je faisais ça avec mes boutons, voilà, et c'était comme pour me purger. En fait, il fallait que je me nettoie de partout, quoi. Ok. Mais alors, on me disait de la nourriture, je pouvais pas manger, j'avais peur de manger des choses qui avaient des pesticides, tout ça. Mais c'était pareil avec les cosmétiques, ça veut dire que moi, je me mettais quelque chose sur la peau, j'avais l'impression d'étouffer avec des produits chimiques. Mhm. En fait, un symptôme, c'est pas compréhensible si on le vit pas dans le corps. C'est tout qui est comme ça, quoi. Je passais à côté de quelqu'un qui fume, j'étais en apnée. Hein, pour peu dire, non mais c'est toute ma vie qui a été dans des états, on va dire, psychologiques très compliqués, quoi. Je me sentais en fait empoisonnée, étouffée de partout. Mhm. Ok. Bon, bah, j'avais mal compris. Mais merci pour l'explication, ça me permet de clarifier les choses. Donc, super. Et ben, je sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres interventions ou autres. Ça recoupe, justement, c'est ça qui me conforte, hein, c'est que les connaissances que j'ai reçues sont validées par, par le parcours, qui en plus a été complété par beaucoup de recherches. Donc c'est très riche en fait, hein. Mm. Mais je pense que ce que tu as expliqué, Thérèse, ça peut être intéressant les autres pour comprendre toute cette histoire que tu as dit par rapport à ce que tu as étudié sur l'inconscient, tout ça, la théorie polyvagale. Je pense que notre échange peut être intéressant. Peut-être que je peux le mettre aussi en deux parties pour pas que ce soit trop long, tu vois. Oui, Mais ça vous gérez comme vous voulez. Absolument, ça permet de savoir que, parce que dans notre souffrance, on croit toujours qu'on est le seul à avoir cette souffrance, hein. C'est, quelle que soit la souffrance, c'est ce que j'ai observé. Puis en fait, non, on est toujours, on est une personne normale, même avec une souffrance, quelle qu'elle soit. Et effectivement, de savoir qu'on est compris, qu'on est entendu, c'est la première étape de la thérapie. Savoir que ce de quoi on souffre, en fait, c'est connu. C'est pour ça que souvent, moi, dès la première séance, je vous dis, écoutez, en fonction de ce que vous me dites, ce que vous avez développé, les peurs, les angoisses, l'anxiété, dépression, etc. En fait, c'est une logique. Mais c'est la logique de l'inconscient. Même si vous n'aimez pas trop ce mot-là, il y a une logique dans tout ça. C'est connu. Et ça soulage déjà, quoi. C'est la reconnaissance de la souffrance et d'être compris. C'est la première étape de la thérapie, c'est vrai. De savoir que quelqu'un qui n'a pas souffert de ce trouble-là le comprend, bah, c'est la première étape de la première compétence du thérapeute. mm. En tout cas, merci Céline de nous avoir réunis parce que bah, c'est super enrichissant tout ce que tu fais de nous réunir comme ça parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on peut créer quelque chose de nouveau dans la prise en charge des TCA et c'est pas si on va pas juste attendre après la fac de médecine de faire quelque chose pour les TCA parce que sinon on peut attendre des années, je pense. Donc c'est à nous voilà, moi si j'ai créé ça, c'est parce que je fallait pas attendre et aujourd'hui le nombre de TCA qu'il y a en France, c'est énorme. Faut savoir quand même, je peux vous dire, sur ma chaîne YouTube, à un moment donné, j'ai regardé mes statistiques, là, j'ai regardé il y a quelques mois, c'était 49% de femmes et 51% d'hommes qui regardaient ma chaîne YouTube. Alors je parle que de TCA, donc voilà. Donc pour vous dire que les hommes ne disent rien, mais ils se cachent et ils regardent mes vidéos. Mhm. Ah oui, je suis surprise. Voilà, donc bon, il y a plein de trucs comme ça que les gens sont surpris. Moi, j'exprime la vérité, je suis dans le scientifique. J'ai écrit un article sur le microbiote que j'ai fait sur 100 personnes avec les gaz expirés. C'est scientifique, j'ai eu le docteur Donatini en mémoire de fin d'études. Et vraiment, moi, je suis dans la recherche et dans quelque chose de concret. Et comment concrètement s'en sortir et pas rester dans le... C'est sûr, on peut aller voir le psychologue pendant des années, mais qu'est-ce qui fait que ça change au quotidien? Parce que l'anorexie ou la boulimie ou l'hyperphagie, c'est comme une maladie. Donc, comme si on avait un double métier dans notre tête H24. C'est-à-dire que tous les imprévus, tout ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va faire, nos heures pour aller faire le sport, nos heures pour manger, il faut qu'on ait le temps de tout faire dans la journée. Et ça, c'est un casse-tête chinois qui est, en gros, c'est une prison, quoi. Voilà, donc tous ces petits détails-là, le stress des horaires, c'est-à-dire que pour une anorexique ou une boulimique, on va dire, si on peut appeler ça, parce que on souffre de TCA, mais on n'est pas vraiment la maladie. Mais je dirais tout ce qui est chiffres, c'est stressant, parce que le chiffre sur la balance, c'est hyper stressant. Les horaires, c'est stressant. Mais même tous les chiffres pour tout le monde, c'est-à-dire que vous dépassez
le nombre de kilomètres/heure sur l'autoroute vous stressez et de vous prendre un PV, oui, c'est ça. En fait, tous les chiffres nous stressent. Le chiffre sur notre compte en banque, le prix qu'on va payer pour tel truc. Et en fait, nous, on nous a toujours défini par un IMC, un chiffre, un horaire à l'hôpital, c'est tel horaire, à 6 heures du soir, vous mangez, quoi. Enfin, je veux dire, comment on peut pas être stressé avec ça, quoi. Voilà. Et puis quand on retourne chez nous, alors à l'hôpital, on est réglé comme... je peux vous dire que des fois, ils vous réveillent à 5 heures du matin pour vous peser, pour être sûr que vous n'avez pas été faire pipi avant. Voilà. Et ça, ils vont pas vous le dire, hein. Mais ça, moi, je l'ai vécu. Donc, on nous réveille. On a la sonde qui nous réveille toute la nuit. Donc, on dort pas. On sort de l'hôpital. On est 10 fois plus crevé que quand on est rentré. Voilà. On est embêté. Donc, la journée, les infirmières qui passent, les heures de repas, les médecins qui passent, la femme de ménage, parce qu'elle passe tous les jours. Bon, bref, c'est un calvaire, quoi. À propos de l'IMC, vous êtes au courant que ça commence à être mis en cause, ce Oui. ratio, il commence à être mis en cause. Oui, par rapport à la composition corporelle, parce que forcément, on va dire des fois, il y en a qui sont obèses, alors que c'est juste qu'ils sont très musclés. Un rugbyman, il est pas obèse, hein, il est juste trop musclé. Mais bon, l'UMC, c'est encore des trucs. C'est comme je vous dis, une personne peut être hyper malade à 50 kilos, bien plus qu'une personne à 40 kilos. Selon sa morphologie, son état de base, il y en a à 50 kilos, ils tombent dans les pommes, ils sont en hypoglycémie. D'accord? Et alors, quand ils arrivent à l'hôpital, oh, vous faites 50 kilos, tout va bien? Parce que l'IMC est dans la norme. Alors, vous imaginez un peu le problème, quoi. Moi, j'ai accompagné des personnes qui faisaient 60 kilos, hein. Un TCA, c'est pas un poids. Il y a quand même des remises en cause, quand même d'évoluer. Voilà. En tout cas, récemment, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a déjà bien dégrossi le truc. Ça va continuer à avancer, je pense. Merci infiniment, merci. En tout cas, merci Céline. Merci à toi et merci à toutes pour votre présence, votre participation. Enfin voilà, c'était de superbes échanges, donc merci infiniment. Tu peux me permettre une dernière question, s'il te plaît, si tu as le temps, Camille? Oui. Est-ce que du coup, avec chargé de toutes tes connaissances, de ton expérience, de tes compétences, etc., est-ce que tu n'as pas envie d'aller faire justement maintenant de l'éducation dans les hôpitaux, au personnel médical? Parce que franchement, il y a trop besoin, quoi, des retours qu'on a Enfin, moi, je suis infirmière aussi de métier et je vois bien que de toute façon, il y a des grosses lacunes dans ce domaine-là. Et du coup, je pense que les médecins seraient peut-être, certains en tout cas, demandeurs d'être formés justement sur d'autres approches et en tout cas d'avoir des nouvelles compétences, quoi. Alors Sophie, ce qui se passe dans le milieu hospitalier, c'est que c'est le chef qui décide et le chef, qu'est-ce qu'il regarde en premier? Il faut que ce soit rentable un hôpital. Ouais. Alors déjà, moi, l'ostéopathie, j'ai fait des stages pédiatrie, on avait le droit, mais alors les ostéopathes sont pas le bienvenu parce qu'il faut les payer et c'est pas rentable un ostéopathe parce que il va pas prescrire des médicaments, parce que c'est pas par acte, comme un acte chirurgical. Alors, moi, formée pour le TCA, qui est-ce qui va financer ça? Moi, je peux pas travailler bénévolement à Edenram. Je peux pas faire j'ai fait des formations, j'en ai aidé beaucoup de gens. En ostéopathie, il faut voir tout le bénévolat que j'ai fait aussi, les stages sportifs que j'ai aidés. Mais à un moment donné, pour m'intégrer, moi toute seule, en fait, si je frappe à leur porte, ils vont me rejeter. Donc, en fait, il faut que je trouve soit un médecin, soit une infirmière, soit quelqu'un qui me soutienne, qui est vraiment dans l'hôpital et qui parle de moi. Et puis à la fierté du diplôme, etc. Oui, parce que moi, ostéopathe, c'est pas pareil. Et les diplômes que j'ai, c'est pas des diplômes d'État parce que c'est plein de formations spécifiques. J'ai des attestations en neuropédiatrie, en phytothérapie, en embryologie, en gestion du stress, mais même gestion du stress, c'est pas un diplôme. En nutrition, mais c'est conseiller en nutrition, donc c'est une partie. Moi j'ai de la micronutrition, donc la micronutrition c'est pareil, c'est pas un diplôme, c'est vraiment une partie au niveau des neurotransmetteurs. Donc en fait c'est plein de bouts qui sont hyper compliqués, mais que ils me rendent pas légitime. C'est pas comme si j'arrive, je suis diététicienne. Alors je pourrais être diététicienne, mais beaucoup moins être spécialisée parce qu'un diététicien il apprend pas les TCA.
Moi, pour vous dire, j'ai des fois des personnes que je ne peux pas faire témoigner sur ma chaîne YouTube parce qu'ils ne veulent pas montrer leur visage parce que leur métier c'est diététicien ou médecin et je les accompagne pour des TCA. Voilà. Aujourd'hui c'est ça. Donc du coup, alors aller dans un hôpital, moi je suis ouverte à tout en fait, je suis prête à tout. C'est juste que en fait j'ai pas envie de mettre toute mon énergie là-dedans. Des CV j'en ai envoyé, j'ai jamais eu de retour. Donc, au début, c'était plus pour l'ostéopathie pour les bébés en pédiatrie. Mais déjà, rien que ça, j'ai pas de retour. Donc, aller m'épuiser. Mm. Voilà. Donc, Mm. euh, donc voilà, à un moment donné, les ostéopathes bébés, non, ils en veulent pas. Parce que c'est trop dangereux pour un bébé. Voilà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est compliqué. Donc, voilà. Donc, les accompagnements TCA, bah, pour eux, c'est, oh, un coach comme ça, pour eux, c'est Mm. une valeur. Mais moi, ce qui compte, c'est les témoignages, c'est les résultats. Bien sûr, C'est le temps, mais ouais. le temps que je prends pour eux. Mm. Je veux Mm. dire, quand il y a quelqu'un que j'ai même appelé un dimanche parce que ça n'allait pas, quel médecin va appeler son patient le dimanche? Ouais. Mm. Mm. Et puis, tous des troubles suite à l'aménorrhée, beaucoup de parcours PMA. Voilà, pour le parcours PMA, il y a un gros soutien à avoir. Euh, Tout ça, en fait, la grande motivation pour sortir de l'anorexie, c'est aussi de devenir maman à un moment donné. Et quand on veut devenir maman et qu'on n'a pas nos règles, c'est compliqué. Ça fait partie d'un grand point que je prends en compte et beaucoup de personnes qui viennent me voir pour ça. Ouais. Leur objectif, c'est de devenir maman avant tout, quoi. Je me permets de revenir là-dessus parce qu'effectivement, comme à l'origine du CA de type anorexie, très souvent il y a des traumas, comme vous l'avez évoqué, et comme vous avez dit, ben, c'est difficile, j'ai une amnésie traumatique, et comment on retrouve le trauma? Vous avez évoqué l'hypnose, si c'est bien maîtrisé, on peut, mais bon, faut quand même bien connaître, faut pas y aller comme ça. Mais la psycho-énergétique, de type EFT et autres, j'utilise d'autres méthodes que le EFT, moi. C'est grâce à l'émotion qu'on peut retrouver. L'émotion est le fil d'Ariane pour que l'inconscient fasse émerger le trauma. Mais évidemment, on le fait pas comme ça, hein. Il faut préparer la personne, etc. C'est un cheminement, hein. Ça se fait pas en une séance comme ça. Et c'est l'émotion en psycho-énergétique, c'est le fil d'Ariane qui permet de faire émerger ce qui est inconscient. Donc une amnésie traumatique, on peut la lever à condition d'être formé à ça. Hein. Faut pas faire ça comme ça, quoi. En fait, c'est une C'est amnésie. l'émotion qu'on EFT qu'on utilise. C'est l'émotion qui révèle la mémoire passée, amnésiée. Je ne sais pas comment vous avez été formé à l'EFT, parce que l'EFT, c'est tombé dans le domaine public, n'importe qui peut dire je fais de l'EFT, donc toutes les formations, mais normalement l'EFT, on cherche la racine du problème, du symptôme. Et comment on la trouve, cette racine, c'est en interrogeant l'émotion. Il y a un protocole là-dessus. Mais ça se fait pas. Si on sait qu'il y a un trauma, anorexie, je dis c'est un profil complexe, hein, fait partie des profils complexes, donc il faut adapter le protocole, il faut être formé au profil complexe. Hein, c'est des niveaux de dissociation importants, donc il faut faire attention. Mais c'est l'émotion qui permet de retrouver une mémoire amnésiée. Si on connaît les méthodes, hein, bien sûr. Je ne sais pas si vous aviez cette connaissance-là, que c'est grâce à l'émotion qu'on peut trouver une mémoire, un trauma amnésié. On peut le résilier sans le trouver, mais bon, c'est plus facile de trouver. Tout trauma est plus facile à résilier si on le retrouve, même si c'est inconfortable et même douloureux. C'est pour ça qu'il faut préparer la personne avant, essayer de le réduire au maximum avant de le faire émerger. C'est mieux, enfin, c'est ma méthode, la méthode du contournement du trauma. Mais on peut trouver des mémoires amnésiées très, très facilement si on connaît le protocole. En tout cas, moi, c'est ce que je pratique tous les jours. C'est avec l'EFT, normalement, qu'on est formé à ça. Si on a la bonne formation. Parce que je dis l'EFT, c'est tombé dans le domaine public. Tout le monde peut dire je fais de l'EFT, s'il n'y a pas de. Il n'y a rien, hein. C'est pas déposé.
Oui, bah après, c'est tout. C'est pas déposé. Donc, il Le faut que ça diplôme. soit inclus dans un protocole d'accompagnement, il faut avoir une formation de thérapeute. Et le l'EFT est un outil parmi d'autres. C'est pour ça, comme vous, moi, j'ai plusieurs méthodes. J'utilise plusieurs techniques. Si on n'en a qu'un, et si qu'on est formé qu'à cette technique et pas à la psychologie, globalement, les bases, ce que les pionniers de la psychologie nous ont apporté sur la construction et le développement de l'enfant, bon, on est vite perdu, quoi. Il faut quand même avoir comment l'enfant se développe, quels sont ses besoins psycho-affectifs pour se construire et devenir une personne sécure. Mais comme il dépend des adultes qui s'occupent de lui, voilà pourquoi il y a tant de carences. Même si les parents, l'entourage était fiable, sécure, mais il y a des choses qui passent sous les radars que les parents ne savent pas. Et vous en avez peut-être fait cette expérience, qu'ils ne savaient pas. Là, je vais pas rentrer dans mon protocole parce que Ça va. ça demanderait beaucoup. Et Oui, puis, quand j'accompagne les personnes, c'est très, très spécifique et c'est oui, propre à moi, donc je le raconte pas sur oui, d'accord. le grand public. Mais moi, par rapport à ce que j'ai vécu, ça a été un truc très particulier et c'est pour ça que j'ai eu mon propre protocole, que je suis la seule en France à le faire et ça, c'est impossible à ce que j'explique comment je fais, quoi. Mais Mm. c'est parce que je suis passée par là que je sais comment faire maintenant. Voilà, effectivement. Mais bon, pour le trauma, je voulais vous préciser qu'un trauma amnésie, on peut le retrouver. Vous l'avez peut-être retrouvé ou pas, ou d'une façon spontanée ou avec d'autres méthodes, hein, parce que je prétends pas, il n'y a pas qu'une méthode pour ça. L'essentiel, Ah, c'est moi, je sais que j'avais essayé l'hypnose, j'avais essayé beaucoup de choses et c'est pas du tout ça qui m'a fait remonter quoi que ce soit. Mon corps était bloqué, donc on n'était jamais dans la bonne couche. Comme je vous disais, la couche d'oignon, on allait toujours dans la mauvaise, donc je me bloquais. Euh, là où il faut une préparation, il faut une formation spécifique au profil comme le vôtre. C'est une formation spécifique. ouais, moi, je pense que j'étais un cas très très spécial, mais Oh, beaucoup. Je ne veux pas banaliser votre parcours, il est exceptionnel. Mais malheureusement, il y a beaucoup de traumas, parce que vous dites tous les troubles de comportement alimentaire, vous le voyez par les personnes qui visionnent vos vues, c'est un révélateur. C'est peut-être pas une statistique, mais c'est quand même révélateur. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de souffrance. Et le TCA, c'est un système dissociatif de la souffrance. C'est pour ça que c'est plus complexe, ça fait partie des choses complexes. Hmm, merci. C'est Voilà. bon, déjà pas mal. Voilà, absolument. Eh ben, je vous propose de conclure sur, Oui. euh, sur cet échange. On a dépassé l'heure, mais en tout cas, voilà, c'était très enrichissant. Merci encore Camille pour ta venue et on reste en contact pour que tu puisses voilà, qu'on échange les vidéos, etc., que je vous transmettrai à Ouais. tous. Donc, merci pour votre présence, votre participation. Une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt.